Bonjour à tous. Alors nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Alessio Arena, qui est le secrétaire central, pas secrétaire général, il faut dire secrétaire central, peut-être nous dira-t-il pourquoi, du Fronte Popolare, organisation politique italienne récemment fondée et extrêmement organisation communiste particulièrement présente dans ces deux grandes villes ouvrières que sont Turin et Milan, et qui est un interlocuteur privilégié du pôle de renaissance communiste en France, un parti frère, si on peut le qualifier ainsi. Enfin, Bien on sûr. le fait avec grand plaisir. J'ai moi-même une bonne connaissance d'Alessio Arena et de ses thèses, puisque j'ai eu l'honneur de publier il y a 6 ans déjà un livre qui s'appelle Où vont les Italiens entre réaction et résistance au nouvel autoritarisme. Donc pour dire que non seulement Alessio Arena est un politique et aussi un analyste de son pays, et d'ailleurs, nous nous disions il est plus qu'urgent d'écrire une suite à cette analyse, notamment puisque dans ce livre, Où vont les Italiens, Alessio, tu parlais déjà de l'arrivée du mouvement 5 étoiles, tu analysais ce phénomène qui depuis a cru. Ce qu'on ne savait pas encore, c'était que la Ligue du Nord allait ressusciter, ressauvée par le régime. Et donc nous arrivons, et je pose tout de suite ma première question. Vous avez vécu donc une situation totalement nouvelle et dramatique en un sens, puisque l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement Salvini-Di Maio, c'est-à-dire mouvement 5 étoiles, et ce parti qui est la Ligue du Nord. Parti raciste hein, de par son fondement, et très fascisant. Comment analyses-tu cette situation? Bah, évidemment, on voyait déjà arriver quelque chose pareil depuis longtemps. Tu as parlé tout à l'heure de mon bouquin. Dans mon bouquin, j'analysais justement la naissance du mouvement 5 étoiles comme mouvement populiste au sens nouveau qui prenait des solutions politiques réactionnaires de nouveau type. Donc la désarticulation de la participation directe à la vie politique et sociale à travers une technocratie d'opposition constituée à travers l'utilisation des nouveaux médias, l'Internet, les réseaux sociaux. En fait, c'est un parti qui fonde son modèle de participation sur une plateforme en ligne qui s'appelle Plateforme Rousseau d'ailleurs. Et cette plateforme est de propriété d'une entreprise privée, une entreprise privée de marketing en ligne qui s'appelle Casaleggio Associati, entre les fondateurs de laquelle on trouve l'ancien vice-président de la Chambre de commerce états-unienne en Italie. Qui est Donc, décédé depuis, hein, c'est ça? non, non, il n'est pas Ah, décédé. c'est son fils alors, parce que il y avait. Non, non, c'est un autre. C'était un associé. En fait, Ah, d'accord. Ok. le nom de l'entreprise vient de celui qui est décédé, qui D'accord. avait été d'ailleurs un candidat de Berlusconi avant, Mhm, et donc qui avait déjà une caractérisation assez à droite, mhm. assez néolibérale, quoi. Mais derrière lui, il y avait d'autres éléments. En fait, au moment du boom du mouvement 5 étoiles en 2013, alors que Mhm, ce mouvement est entré au Parlement pour la première fois avec 25% du vote. mhm. La banque d'affaires Goldman Sachs a émis un communiqué où elle disait que le résultat du 5 étoiles était la meilleure nouvelle des élections politiques italiennes de 2013. Donc, on voit un lien direct entre ces mouvements et une façon nouvelle d'organiser derrière la haute bourgeoisie, le capital financier, les mécontentements qui grandissent dans la société. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fascisation stricto sensu. Mhm. Et ça, c'est la Ligue du Nord qui, qui, qui la prône. La Ligue du Nord, en fait, a changé beaucoup son visage depuis la crise de 2011-2012. Elle se présentait avant comme un parti communautariste pour la séparation du nord du pays. Maintenant, ils ont adopté l'idéologie à la Front National. Et à travers ça, ils ont pu fédérer toute l'extrême droite
et ils ont pu débarquer au sud. Il faut comprendre que le débarquement de la Ligue au sud n'est pas un phénomène qui s'est passé au hasard ou par un mouvement spontané des masses. C'est qu'ils ont justement fédéré les éléments les plus réactionnaires de la société. On voit par exemple dans la ville de Rome comment le 10% que la Ligue du Nord a eu dans les dernières élections a été garanti par la participation à la campagne de la Ligue de l'ancien maire fasciste de Rome, Alemanno. Donc, c'est-à-dire il y a une récupération des couches fascistes qui existaient déjà dans la société et qui se fédèrent. Et là, on a un élément de danger sur le terrain, car la Ligue du Nord fédère, organise et protège toute la petite extrême droite qui poignarde les gens dans les quartiers, qui est même parfois connectée avec la criminalité. Et qui utilise la violence pour occuper politiquement le quartier. Dans l'automne, on a eu le cas d'un journaliste qui a été agressé par un petit mafieux de la ville de Rome, en fait, de Ostia, l'ancien port de Rome. Euh, C'était une affaire au niveau national parce que le journaliste a été agressé par le mafieux devant une caméra. Et le journaliste était là pour lui demander de ses liaisons avec l'organisation fasciste Casa Pound, soi-disant organisation fasciste de la troisième millénaire, c'est la définition officielle. Et le chef de cette organisation a déclaré que Salvini, c'est son chef politique à lui. Donc, voilà ce qu'il y a maintenant au gouvernement du pays, voilà ce qu'il y a au ministère de l'Intérieur notamment. Oui, parce qu'il semblerait qu'entre le mouvement 5 étoiles piloté par ces grands groupes financiers, plus cette Ligue du Nord qui a été littéralement humiliée, puis récupérée en fait par le système sous une nouvelle forme, pourvu qu'elle unifia l'ensemble des forces fascistes italiennes, parce que je crois que c'est ça que... y compris là, auparavant, vous aviez une sorte de gouvernement technique, alors là c'était carrément l'oligarchie bruxelloise. Il semble qu'il n'y ait absolument aucune place pour les forces populaires. Concrètement, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut parler de fascisation générale et pas seulement l'attribuer à ce seul parti, parce qu'il est évident que quand on leur confie sciemment, on leur interdit de sortir de l'euro, ils n'en avaient nullement l'intention, mais on leur interdit de sortir de l'euro, mais on leur confie le ministère de l'Intérieur, il y a tout un système qui est d'accord pour confier à un fasciste Tout à fait. notoire le mouvement de l'Intérieur, et c'est pas n'importe quel pays, c'est le pays fondateur du fascisme, c'est-à-dire de nouveautés politiques. L'Italie est un pays de l'innovation dans bien des domaines, malheureusement aussi parfois dans le pire au point de vue politique. C'est un pays très créatif. Et le mouvement 5 étoiles était encore une sorte d'ovni. Cette espèce de Ligue du Nord qui change de forme aussi. Mais c'est vraiment tout un ensemble et toute une société, tout un autoritarisme qui se met en place. Je pense qu'on peut le dire, tu me disais récemment, qu'à vos partis, maintenant, vous avez des policiers en uniforme qui viennent directement dans votre congrès pour vous menacer, ce qui est une négation complète des libertés démocratiques. Je veux dire, l'Italie est à un point déjà depuis les années de plomb, on voyait comme une répression politique farouche, mais là je crois qu'on continue de plus belle. Et déjà on voit un certain autoritarisme en France, je crois qu'en Italie, c'est très intéressant à analyser cette situation, parce que là on voit vraiment on est en train de franchir un cap, hein. Je ne sais pas si tu me confirmes ce que je dis. Tout à fait. Je confirme tout d'abord que nous, comme beaucoup d'autres organisations ou collectifs de gauche, on a subi des provocations directes par la police. Il y a une ambiance de répression qui se crée. En gros, la politique publique, c'est désormais, côté ordre public, créer la terreur autour de la participation politique pour l'empêcher, pour détacher les noyaux militants
du contexte des sympathisants, quoi, et donc empêcher le renforcement des noyaux militants. Donc ça date depuis longtemps. En fait, tu disais comment notre pays a été traumatisé pendant son histoire récente plusieurs fois. La dernière fois a été sans doute en 2011, alors qu'un coup d'État technocratique a été mis en place pour commissarier sous l'Union européenne notre pays, avec l'instauration du gouvernement Monti. Il faut comprendre que la garantie politique de cette opération a été donnée par le Parti démocrate. Donc, en Parti fait, démocrate, il faut rappeler peut-être pour les oui, auditeurs, issu du Parti communiste muté, enfin détruit, oui, autodétruit. justement. Donc, dans l'essence commune, le Parti démocrate est perçu comme la manifestation la plus importante de la gauche, voyons. Et donc, évidemment, ça, évidemment, les ambiguïtés de la gauche radicale, entre guillemets, dans la relation avec le Parti démocrate, les saisons de participation au gouvernement, l'abandon de la lutte contre l'Union européenne qui a caractérisé le mouvement communiste italien depuis longtemps, tout cet ensemble de petites ou grosses trahisons connectés avec l'explosion d'une crise sociale sans précédent, ont amené à une chute de la crédibilité de la gauche, toute la gauche, soit la gauche néolibérale, soit la gauche dite radicale, soit la gauche communiste, et ça a ouvert la Autant la voie. gauche néo-radicale que communiste. Oui, oui. Et ça a ouvert la voie, évidemment, à la fascisation de la société. En fait, il y a un détachement radical entre les couches organisées de gauche, disons, et les masses populaires. Et les masses populaires ont voté en mars 2018 pour les deux éléments politiques qui voyaient plus opposés ou moins compatibles, au moins au niveau médiatique, avec l'eurocratie et sa stabilisation affirmée par le Parti démocrate. Donc voilà, c'est là la racine profonde. Il y a une crise sociale sans précédent. Il y a déjà une moitié du pays qui est en gangrène avancée. Je parle du sud de l'Italie, où il y a un processus de désertification sociale, productive, économique, qui est même plus grave que celui qu'on connaissait traditionnellement. On a aussi une crise sociale farouche au nord du pays, avec des masses de travailleurs italiens qui abandonnent le pays vers l'extérieur. En 2016, on a touché le sommet de ce phénomène avec 250 000 Italiens qui ont quitté le pays. C'est record depuis les années 50. Donc on a touché le niveau des flux migratoires qu'on connaissait quand l'Italie était réputée comme un pays d'immigration massive. Et devant tout ça, les Italiens, les couches populaires, les couches moyennes, ont identifié tout ça avec le Parti démocrate. Ils ont identifié le Parti démocrate avec la gauche et ils ont voté le contraire, en gros. Et ils ont très mal fait. Mais c'est à nous la faute, premièrement, parce qu'il y a un terrain qui a été abandonné depuis longtemps, et c'est là la tâche des communistes, c'est de recommencer à organiser une réponse sur ce terrain. C'est la lutte contre l'eurocratie, la lutte contre l'occupation militaire de notre pays, la lutte contre l'impérialisme et le capitalisme. Tout à fait. Et alors justement, un des points communs entre les gouvernements qui sont actuellement au pouvoir et une certaine extrême droite en France, c'est d'agiter comme un colifichet un discours anti-européen en parole, mais qui en fait dans les actes sert de monnaie d'échange avec le pouvoir en place, parce qu'ils n'avaient nullement l'intention de sortir de l'euro. Je crois qu'on en a une confirmation Tout très à claire, fait. puisque justement on leur a donné les ministères régaliens de répression des migrants, c'est-à-dire, et ils continuent cette politique justement pro-européenne et de dévastation de l'économie par l'euro, ce qui va faire que la plupart des Italiens redeviennent un pays d'émigration, là je parle massive, ce dont ils ne parlent absolument pas. Donc tu confirmes, y compris du côté du mouvement 5 étoiles,
On a agité beaucoup cette idée en France que l'Italie, un des pays fondateurs de l'Union européenne, allait, allait prôner une sorte d'Italixit, enfin, allait être la. Est-ce que tu confirmes que dans cette configuration-là, si on ne change pas du tout de force politique, c'est un vœu pieux et que le vrai Italixit ne peut être que de gauche. En France, on théorise beaucoup sur le fait que le Frexit ne peut se faire qu'à gauche parce qu'on n'a pas d'alliés suffisants. C'est-à-dire, on a des gaullistes qui sont trop faibles socialement, qui n'ont pas de force de classe, et on a une extrême droite qui, de toute façon, a toujours été pro-européenne au sens, j'allais dire allemand du terme, ça l'avait suffisamment montré, y compris ils avaient quand même signé l'acte unique européen, je parle du FN. En tout cas, n'a aucune velléité de volonté, en tout cas, de sortir de l'Union européenne. Donc, en France, on théorise beaucoup le fait que le Frexit ne peut se faire que par la gauche. Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose de l'Italie? Oui, en fait, les mêmes représentants de la Ligue du Nord et du mouvement 5 étoiles ont plusieurs fois répété qu'ils n'allaient pas sortir l'Italie de l'Union européenne et qu'ils n'allaient pas sortir l'Italie de l'euro. En fait, si tu veux, c'est un artifice rhétorique du PD d'essayer de polariser le débat entre le PD cosmopolite pro-européenne et Mhm. les autres Le Parti démocrate francophone. nationalistes, oui, le Parti démocrate, et les autres qui sont nationalistes et qui sont anti-européennes. En fait, la racine de classe est commune aux trois et donc Mhm. on ne voit pas comment ils pourraient vouloir sérieusement sortir de l'Union européenne ou de Mhm. l'euro. En fait, le débat en Italie est plutôt centré sur la monnaie unique et ça pour le fait que vous savez, on vient de vivre il y a 2 semaines une crise institutionnelle sans précédent, euh, provoquée du fait que le président de la République a refusé de nommer ministre de l'économie un ancien technocrate, membre de l'un des gouvernements techniques des années 90, euh, lequel, dans son travail universitaire, avait écrit à peu près, bon, pour être un peu plus fort en Europe, il faudrait quand même avoir un plan B sorti de l'euro pour mieux contracter avec l'Allemagne. Et, et, et ça, dans la visée de dire, bon, lui-même, il a déclaré dans la théorie des jeux, il a dit, si le niveau maximal de tractative est déjà dicté au début, tu gagneras jamais. Donc, en fait, c'était une C'est ça, hypothèse oui. purement Oui, académique, quoi. oui, c'est. Mais justement, le veto sur la présence de cette personne, Paolo Savona, au ministère de l'économie, a affirmé devant toute la population italienne la dogmatique européenne. C'est-à-dire, si tu as même seulement hypothésé un plan B, tu ne peux pas arriver au sommet de l'économie italienne, au sommet de la gestion politique de l'économie italienne. Donc, la voie est barrée. En fait, il faut réfléchir à la nature de classe de ce gouvernement. C'est un gouvernement évidemment lié aux intérêts du capital financier et donc et c'est aussi un gouvernement de transition, parce que c'est un gouvernement de coalition entre deux forces qui doivent en quelque manière décider qui c'est qui va gagner sur le long terme. Et évidemment, pour ces deux raisons, il est impossible de penser que ce gouvernement puisse sortir l'Italie de l'euro ou encore plus de l'Union européenne. Évidemment, la sortie de l'Union européenne, de l'euro et aussi, je rajoute, de l'OTAN, pose immédiatement le problème du pouvoir dans la société, parce qu'on connaît bien, Mm. euh, au moment de la sortie d'un pays de l'Union européenne, il y a quand même un processus qui se met en place, il y a quand même des conséquences économiques à gérer, et la façon de gérer ces conséquences économiques pose immédiatement le problème du pouvoir dans la société. Donc, il n'y aura jamais une sortie populaire par la droite de l'Union européenne. Mm. On voit même en Angleterre où ils sont en train, les, les, les conservateurs et les groupes dominants de la société, de bloquer en toute manière le processus de Brexit. Mm. Tout ça, c'est encore plus vrai dans un pays qui est dans la monnaie unique.
Donc, il faut pas faire, il faut pas faire en sorte que ce gouvernement soit normalisé ou soit considéré de toute façon un pôle de discussion dans le sens de la rupture de l'Union européenne, parce que premièrement, il ne l'est pas, et deuxièmement, on cache comme ça, on contribue comme ça à cacher le caractère fasciste de ce gouvernement et le caractère de classe d'un gouvernement fasciste. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper. On voit beaucoup d'analystes intéressants d'économistes italiens, anti-euro. Je pense à Umberto Bagnai. Bientôt, nous allons publier un livre de Domenico Moro qui s'appelle Pourquoi sortir de l'euro et de gauche et internationaliste. Hein, ça sortira à la rentrée. J'avais moi-même publié le livre de Vladimiro Giacché, le second Anschluss, qui parle qui est un économiste italien, qui parle non seulement de la colonisation de la RDA, mais surtout de la politique européenne globale pour l'ensemble en fait d'une sorte de mezzogiorno à l'intérieur de l'Allemagne, parce que la RDA a été traitée par l'Allemagne de l'Ouest comme l'Italie du Sud au moment de l'indépendance de l'Italie. La comparaison est très juste. Et comme la Grèce est actuellement traitée par l'Allemagne. Tout ça fait partie d'une politique globale. Donc c'est pas parce qu'il y a des analystes politiques tout à fait brillants en Italie que nous avons une même maturation des forces. Alors justement, nous avons tous la nostalgie d'un grand parti communiste fort et puis de cette Italie, j'allais dire culturelle, merveilleuse que nous connaissions tous depuis l'après-guerre, qui avait été tellement marquée par l'influence du Parti communiste italien avant sa liquidation, puisque ça s'appelait la Bolognina en 90. Enfin les communistes italiens ont fait le choix, ou plutôt certains de leurs dirigeants ont fait le choix de dissoudre ce parti. Puis nous avons eu la fondation de Rifondazione Comunista, puis du PDC. Puis aujourd'hui, vous et beaucoup de jeunes camarades, je ne sais pas si vous êtes très jeunes, vous avez en moyenne, vous avez pris l'initiative de fonder une autre organisation, donc principalement à Turin, Milan, c'est-à-dire les deux grandes villes historiques du mouvement ouvrier italien. Pourquoi cette fondation? Tu nous as déjà parlé peut-être de votre implication dans justement votre contexte national, une certaine lutte contre l'Union européenne, ce dont on ne peut pas forcément comparer, justement ce qui est un peu rare dans le mouvement communiste italien. Est-ce que tu peux un peu nous parler de vos spécificités et comment tu vois actuellement le mouvement communiste italien? Parce qu'il me semble que bon, je pense que c'est pas la peine qu'on parle des autres forces parce qu'on voit bien à quel point la situation est bloquée. Donc, quel espoir du côté des communistes italiens et comment vous organisez-vous? Et ce sera ma dernière question. Bah, justement, le problème à présent, c'est que le mouvement communiste italien, c'est une couche intellectuelle assez coupée de la réalité de la lutte des classes. Alors, la lutte des classes ne s'exprime en Italie qu'au niveau de C'était pas le la... cas, c'était un Italien sur trois votant communiste à la mort de Berlinguer en 84, Oui, c'est-à-dire l'année de ta naissance. Hein, donc c'est pas si c'est vieux. Hein. ça, Donc c'est je veux dire, ça. il faut aussi pour des auditeurs français, il faut aussi savoir que justement, ça n'a pas été tout le temps comme ça. Hein. Donc voilà, je laisse Tout à continuer. fait. Mais justement, ça montre comment ce qu'on arrive à bâtir pendant des décennies de sacrifices, de fidélité au peuple, peut être détruit très vite avec bon, le révisionnisme idéologique qui provoque la trahison politique. C'est, Mhm. c'est simplement ça qui se passait en Italie. Au bout d'un moment, la révolution comme élément réel de la proposition politique a été effacée de l'identité de nos partis communistes historiques. D'après ce moment-là, les directions politiques n'ont pensé qu'à contracter leur entrée dans des gouvernements bourgeois pour faire quelque chose de leur force dans la société. Mais évidemment, comme on connaît bien la nature et les lois de la lutte de classe, on sait bien qu'on ne peut pas représenter des intérêts prolétaires au sein d'un gouvernement bourgeois. Ça n'arrive jamais. Donc voilà, tout ça a effacé notre mouvement communiste au cours de 20 ans. Ça a été très rapide et maintenant la décrédibilisation du mouvement communiste auprès des mêmes masses qui le supportaient avant, c'est justement un élément auquel on est confronté chaque jour. Donc je disais, aujourd'hui, le mouvement communiste, c'est une couche intellectuelle et il faut l'assumer.
qui n'arrivent pas à politiser la lutte sociale, les luttes sociales s'exprimant juste au niveau corporatiste, de défense d'intérêts immédiats. Mhm. Et avec Même si une... c'est toujours une très bonne base, il faut que chaque travailleur défende ses Tout à propres fait, intérêts, parce que tout à l'important, fait, c'est pas, par exemple, on le dit aux gens qui sont cheminots, il faut qu'ils défendent leur statut. Chacun doit défendre son tout à propre fait. statut, sinon on ne Non, progresse mais pas. justement, Mm. euh, pour que ça devienne une force politique, il faut quand même que la théorie entre là-dedans Mm. pour transformer cette Ah oui, bien force sûr. objective en force subjective. Donc, voilà la tâche d'aujourd'hui pour les communistes en Italie. C'est ramener la théorie révolutionnaire au sein de ce qui reste du prolétariat organisé. Et je veux dire, dans cette perspective, que le nouveau gouvernement promet très mal au niveau du travail qu'ils prônent, qu'ils vont faire pour désarticuler même la lutte économique. On connaît bien à quel point le mouvement 5 étoiles a conduit pendant les années une agitation contre le mouvement syndical en général, bien évidemment aidé par le fait que les trois syndicats principaux sont des syndicats corrompus qui ont pacté leur adhésion au bloc répressif de l'État. Donc, à partir de cette corruption, le mouvement 5 étoiles a prôné un dépassement du mouvement syndical, en délégitimant le mouvement syndical. Euh, la Ligue du Nord, quant à elle, on voit, ou plutôt la Ligue, Mm. on voit bien sa nature. On voit bien son but. Au niveau social, bon, il est possible que dans les prochains mois, le nouveau gouvernement fasse quelques petites améliorations pour montrer aux Italiens qu'il y a quand même une intention d'améliorer leur vie. C'est pas difficile d'ailleurs parce que l'orthodoxie néolibérale du Parti démocrate a mis à genoux les foyers, les familles, les travailleurs. Mais de l'autre côté, alors que les recettes structurelles du gouvernement vont échouer, et ça arrivera parce qu'ils sont complètement dans la compatibilité européenne, donc on connaît bien comment ça se termine. Donc là, il y aura tout de suite l'issue idéologique fascisante visant à adresser la rage sociale contre les marginalités, contre les immigrés. Et donc, à mesure que l'échec économique sera plus fort, il taperont plus fort sur les immigrés, il taperont plus fort sur les marginalités, il taperont plus fort sur la gauche, il taperont plus fort sur les Mm. syndicats. Mm. Et donc, c'est inexcusable en ce moment qu'il y ait quelqu'un, même au sein de la gauche italienne, prêt à banaliser ou à normaliser le gouvernement qui se met en place et la présence notamment des fascistes dans ce gouvernement. Tout à fait. Alors, bon, pour nous, c'est vraiment toujours une source de joie et puis de grand intérêt intellectuel d'avoir vos analyses, parce qu'effectivement, vous bénéficiez comment dire, une histoire politique qui est tout à fait honorable et qui est source d'enseignement pour nous tous. Je crois que tu viendras à la fête de l'humanité en septembre, sans doute Je n'y manque jamais, sur le stand du pôle de Renaissance communiste en France, et bien puis sûr. aussi sur le stand des éditions Delga. Comme je dis, ce serait magnifique de pouvoir faire une suite à ce livre, peut-être en auront une dès septembre, mais en tout cas, ce sera fait à la rentrée. Et voilà, bah, écoute, je te remercie beaucoup et j'espère qu'on peut-être on pourra continuer nos échanges des deux côtés des Alpes. Voilà, merci Alessio. Merci à vous et merci pour votre solidarité.